J'étais vraiment au bord du découragement. Quand je prends mon courage à deux mains pour aller vers une personne pour demander des informations, les cours pour pouvoir me mettre à jour quand tu te prends un an. Le jour où j'ai appris le décès de mon père, en fait, j'étais dans le déni. J'étais dans le déni, j'essayais de vivre ma vie. Je dis, c'est pas possible en fait, parce que non. Je vais me prendre une grosse claque quand je vais voir que je ne passe pas les examens. Donc, je me demandais comment j'allais dire à ma maman et en fait, j'imaginais tous les scénarios dans ma tête. Je disais, ah. Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance, votre podcast où on dit tout haut ce que chacun ressent tout bas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Chiki qui va nous parler de son intégration difficile en France lorsqu'elle arrive pour ses études. Elle va passer par plusieurs phases, la solitude, un échec scolaire qui va être difficile à digérer, mais surtout des émotions du passé qui vont remonter. Et au travers de ce podcast, elle va nous dire comment est-ce qu'elle a réussi à traverser toute cette phase. Pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Parce qu'au final, nous partageons tous les mêmes fardeaux et nourrissons les mêmes espoirs. Bonjour Chiki. Bonjour Flo. Bienvenue sur Résonance. Merci. Alors, avant de commencer, j'ai un petit rituel pour toi. D'accord. Il s'agit de répondre soit à une question ou de compléter une phrase. D'accord. Tu préfères quoi? Compléter une phrase. Compléter une phrase? Ok. Bon, je sais pas, je pense que tu sais déjà la phrase. C'est « Je me sens moins seule quand… » Quand j'écoute la musique. Ah, j'ai entendu pas mal de réponses et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de moyens pour sortir de la solitude. Oui, c'est vrai. À la maison, j'écoute tout le temps, je mets tout le temps la musique. J'ai l'impression qu'il y a des gens à côté de moi qui chantent. Ouais. Non, mais c'est la musique. À la maison, il y a tout le temps la musique. Super. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter à nous, Oui. me dire d'où tu viens et comment est-ce que tu arrives en France? Ok. Donc, je suis Shekinel Akebo, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivée en France en 2016 dans le cadre de mes études, où j'ai fait une école de commerce à Montpellier. J'ai fait un master en management des ressources humaines et de la diversité. Donc aujourd'hui, je travaille dans le domaine des ressources humaines. Voilà. De ce que tu vas nous dire, ça n'a pas été facile. Oui. Donc, déjà, comment est-ce que ça se passe, les démarches pour que tu arrives en France et qu'est-ce qui va faire que ton intégration va être difficile? Alors, ça, on va dire à la genèse, hein, c'est depuis le bac. En fait, après l'obtention de mon bac, j'ai eu une bourse pour continuer mes études à l'étranger, donc au Maroc, où je fais mes classes préparatoires. Et après ces classes préparatoires, on passe des concours pour intégrer une école de commerce, soit en France, soit au Maroc. Bon, on nous a plus vendu la France. Ouais. Donc je passe les concours pour intégrer une école de commerce en France. Donc je suis reçue à plusieurs écoles. Et au moment de venir commencer les cours, quand je fais mon choix définitif, donc je rencontre pas mal de problèmes. Première difficulté au niveau personnel, le décès de mon père. Deuxième difficulté, je me vois refuser plusieurs fois le visa, je dirais 3 fois comme ça. Et pendant ce temps, c'était au Maroc. J'étais au Maroc et les cours avaient déjà commencé en France. Donc, il y a la panique, il y a l'angoisse, on se demande... on remet en cause en fait ses choix, pourquoi j'ai décidé de venir en France. Parce que le revers de la médaille, c'est que je n'ai pas d'autre alternative à part venir en France. Donc ça me fait reprendre tout à zéro. Est-ce que je suis prête psychologiquement pour reprendre tout à zéro? Est-ce que ma famille va comprendre ce qui se passe? Voilà, c'était plein de remises en cause, plein de réflexions. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour venir en France? Voilà. Du coup, à quel moment est-ce que tu arrives à avoir une issue favorable finalement? À quel moment est-ce que tu arrives à avoir le visa? Je dirais la providence. J'étais vraiment au bord du découragement et je cherchais à rester au Maroc. Donc je commençais à me renseigner sur des écoles au Maroc, voir quel cursus je pouvais suivre parce que je ne voyais pas aussi d'écoles spécialisées en ressources humaines qui m'intéressaient vraiment en fait. Donc pour moi, la clé c'était d'aller dans une école prestigieuse.
en tout cas une bonne école, une école de renom. Et ben, coup de chance, je rencontre quelqu'un, en fait, une personne qui m'est très chère aujourd'hui et qui va changer un peu le cours de cet incident-là. Il me fait venir, qui va m'aider à venir en France. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là va décanter la situation? Parce que est-ce que déjà les premiers refus que tu avais, on te donnait le motif de refus? Pourquoi est-ce que ça passait pas? On ne donne pas de motif de refus en fait de visa. Mais quand tu as ton passeport, en fait, tu vois juste que en fait, tu as une lettre avec ton passeport à l'intérieur et puis on te dit visa refusé en fait, mais tu n'as pas plus d'informations. Et c'est difficile aussi de faire un recours parce que tu sais pas sur quoi tu vas t'orienter pour faire ton recours. Et moi, en fait, j'ai connu quelqu'un qui, donc, comme je l'ai dit, qui m'est très cher, qui va me faire savoir en fait qu'elle connaît le consul de France, en fait, qui est un très bon ami à lui. Et donc, il va investiguer, il va savoir en fait pourquoi Shekinah, elle n'a pas son visa. Et là, il lui fait en fait savoir que ce sont les moyens financiers. Et il lui dit, en fait, moi, je connais Shekinah et je me porte garant pour elle. Et le monsieur, le consul, vraiment, qui lui dit... il lui a dit que tu as perdu la tête et que ce genre de personne, tu ne sais pas si en l'aidant, il y a un réseau de prostitution, mais tu ne sais pas si elle va se prostituer. Il lui a vraiment dit ça. Vraiment. Il lui a dit non, je me porte vraiment garant pour elle. Et sur place, il lui a fait la lettre de prise en charge. Il a donné tout ce qu'il avait à donner comme justificatif pour me prendre en charge. Wow. Et c'est comme ça que je l'ai. Et justement, cette personne-là c'est cette personne-là qui m'a aidée dans le choix de mon école, qui m'a orientée vers la ville et qui m'a dit choisis Montpellier. Parce qu'à l'époque, j'hésitais entre Strasbourg et Montpellier. Il m'a dit choisis Montpellier. À Montpellier, tu vas t'épanouir. T'inquiète pas, je connais des gens qui pourront t'accueillir quand tu vas arriver. Ça sera super bien. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Bien sûr, je suis arrivée en France, j'ai été accueillie. Les cours ont commencé, il y avait du retard. Oui, parce qu'avec les refus de visa, tu rates la rentrée. Exactement. Et là aussi, gros problème d'intégration parce que c'est pas le même univers. Et au Maroc, l'intégration était plus ou moins facile parce que je suis venue avec mes amis au Maroc. Au Maroc, on a rencontré des aînés, des connaissances. Donc l'intégration était facile. Sauf que quand j'arrive en France, quand j'arrive à Montpellier, certes, je suis accueillie temporairement par une famille très, très sympa que je remercie encore. Mais c'était d'une courte durée, le temps que je trouve moi-même mon propre logement. Et voilà, par la suite, c'est là que les choses se compliquent parce que tu te rends compte que tu es un peu seule et que tes amis sont un peu partout dans la France. Vous n'avez pas forcément les ressources pour vous voir comme c'était au Maroc et tu te retrouves dans une école où faut apprendre une nouvelle culture, faut se mettre faut prendre en fait les cours pour lesquels tu as été en retard, donc c'était pas facile. Est-ce que tu peux détailler un peu plus ton quotidien par rapport aux cours, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à avoir des amis qui vont t'aider à comprendre les cours que tu as ratés ou les examens? La première année était très, très difficile. De nature, je suis une personne assez introvertie, donc j'ai du mal, à l'époque, j'avais du mal à aller vers les autres. Très, très timide dans son coin, je parle, on entend à peine ma voix. Donc il y avait ce défaut-là entre griffes. Et puis aussi, faut dire les choses. C'est vrai que je prends du recul. Peut-être que c'était de la méchanceté ou peut-être que c'était de la méfiance, mais quand tu vas vers une personne, quand je prends mon courage à deux mains, faut aller vers une personne pour demander des informations, les cours pour pouvoir me mettre à jour. Quand tu te prends un non, ou quand tu te prends ah non, en fait, je suis pas à jour non plus, ou j'ai pas compris. Et c'était difficile parce que je suis pas parvenue à pouvoir me mettre à jour facilement. À trouver un groupe. Il faut savoir aussi qu'en école de commerce, les contrôles continus ou les exercices, c'est très souvent en groupe. Et quand tu arrives en retard, soit tu n'as pas le bon groupe, ou soit tu n'as pas de groupe tout simplement. Et c'est toujours à toi de vouloir te greffer un peu. Donc c'était pas facile à ce niveau-là.
Oui. Et aussi, à l'époque, j'allais difficilement vers les gens. Je n'osais pas. J'étais un peu timorée, un peu dans mon coin. Donc, ouais, c'était pas évident. T'as pas réussi à avoir peut-être une amie ou un ami, au Oui, moins une un seule peu personne, oui. parce que parfois, vu que c'est difficile, Mhm. il y a toujours une personne à qui on arrive à s'accrocher quand même pour tenir un petit Oui, peu. oui, quand même une personne, mais cette personne-là n'était pas de mon programme en fait. Cette personne-là n'était pas de mon programme, mais de temps en temps, j'allais voir cette personne-là. En classe, dans ma classe, non. Dans ma classe, non, à vrai dire, c'est des personnes avec qui aujourd'hui on échange, mais demain, c'est pas évident qu'on échange ensemble. Ouais. C'est comme si on s'était jamais vu. Wow. Voilà, sans exagérer. Et c'était des conversations de classe, donc pas Oui, plus. classique Voilà. quoi, et ça s'arrête Oui, là. voilà. Donc je pense que de mon côté, en fait, je relativise, de mon côté, il y avait ce défaut de communication. Mais je ne savais pas trop comment j'étais un peu perdue. Oui. Et puis, personnellement, je traversais aussi une période où je n'osais pas sortir, j'étais un peu dans ma bulle aussi. Donc, ça ne m'aidait pas forcément. En fait, ce que tu nous expliques, c'est que c'était le deuil, la perte de ton père que tu n'avais pas digéré, qui est Oui, remonté et qui a créé ce oui, oui. renfermement. Parce que en fait, j'étais dans le déni en fait. Donc c'est pourquoi on dit de ne pas négliger ses émotions. Et ça m'a quand même beaucoup appris. C'est ce qui m'a motivé à choisir mon mémoire, c'était l'intelligence émotionnelle. Parce que j'ai toujours, mais depuis le jour où j'ai appris le décès de mon père, en fait j'étais dans le déni en fait. J'étais dans le déni, j'essayais de vivre ma vie. Je dis, c'est pas possible en fait, parce que non, c'est pas possible qu'il ne soit plus là en fait. Donc j'étais vraiment dans le déni. Je refoulais toutes ces émotions et tout. À l'époque, mes amis se plaignaient, ils m'ont dit, mais chez qui elle pleure pas et tout, elle est forte. Non, c'est juste que, c'est pas que j'étais forte ou quoi, mais je pense que je ne réalisais pas, ou je ne voulais pas réaliser en fait. Et le truc avec les émotions, c'est que quand tu les refoules, ils vont toujours arriver en fait là où tu ne t'y attends pas du tout, et ça fait pas mal de dégâts. Et moi dans mon cas, c'est parce que je n'ai pas extériorisé en fait tout ce que j'avais, tout ce que je vivais à l'intérieur en fait. Et quand ça a commencé à me travailler, je me coupais en fait du monde, parce que je n'arrivais toujours pas à mettre les mots sur ce que je ressentais. Et même si tu vois que je suis triste, tu vois que je suis mal, que tu me demandes, mais tu n'as pas l'air bien, je ne pourrais pas te dire en fait que je pouvais pas, oui, je n'arrivais pas à dire ce que je vivais en fait. Et au fur et à mesure, ça te ronge, ça te ronge, ça te ronge, ça te coupe de tout le monde, parce que après tu t'isoles en fait. Sans t'en rendre compte. Tu t'isoles sans t'en rendre compte en fait. Tu fais plus rien, tu perds goût à tout ce qui te faisait plaisir en fait. Et c'est comme ça que le mal s'installe, et puis ça fait pas mal de dégâts. C'est très bien que tu rajoutes cette raison-là, cette cause. Voilà, on peut avoir des difficultés à s'intégrer, tout ça, mais les causes racines sont différentes d'une personne à une autre. Et effectivement, on comprend encore mieux pourquoi est-ce que tu as pu traverser. Mais est-ce que tu vas réussir quand même à t'en sortir? Tu vas réussir la première année? Non, je vais réussir après une claque. Donc le fait de me renfermer, parce que je vivais quelque chose intérieurement que je ne partageais pas, même à mes amis qui étaient dans différentes villes en fait, je ne le partageais pas, parce que j'avais cette mauvaise habitude là de garder mes émotions négatives pour moi-même, et ça me rongeait, ça me bouffait de l'intérieur. Et je vais me prendre une grosse claque quand je vais voir que je ne passe pas les examens, les partiels, et que même les rattrapages, ça ne se passe pas bien en fait. Donc quand je me rends compte que je ne valide pas mon année, et là je me prends une grosse claque en fait, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai toujours été bonne élève. Et donc là, me retrouver face à l'échec, je ne savais pas comment gérer.
Et j'avais encore plus peur, je me demandais mais comment j'allais annoncer ça à ma famille, comment j'allais annoncer ça à mes amis. Et même à la personne qui t'a aidé aussi. Ben oui, exactement, à la personne qui m'a aidée. Et je pense qu'un jour, en fait, j'étais là, je dis, ben, de toute façon, c'est déjà gâté, c'est déjà foutu. On va essayer d'arranger, prendre un nouveau départ. Donc je prends mon courage à deux mains, je prends mon téléphone. Et donc j'appelle cette personne-là qui m'a aidée, je sais pas si je peux dire son nom, en fait c'est mon papy aujourd'hui, c'est mon papy de cœur en fait, je l'appelle et je lui explique la situation et bon je m'attends à ce qu'il soit déçu et tout, mais pas du tout, il m'a dit reprends-toi, juste j'ai eu confiance en toi, donc à toi d'avoir confiance en toi aussi quoi. Tu auras l'année prochaine, mais voilà. Et il m'a surtout dit faudra montrer au consul qu'il n'avait pas qu'il a eu tort en fait. Et il m'a dit bah, moi en tout cas je te fais confiance, je suis toujours là pour toi et à toi d'avoir confiance en toi en fait. Donc ça me rebooste, ça me fait chaud au cœur, je pleure, mais vraiment je pleure. Je prends mon téléphone encore, mais j'appelle ma maman, enfin j'appelle d'abord mes frères et sœurs pour leur annoncer la nouvelle. Je sens qu'ils sont déçus. Mais ils n'osent pas le dire parce qu'il y a un silence, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Et après, bon, ils essaient de comprendre un peu ce qui s'est passé, pourquoi je n'en parlais pas. Mais derrière, je sens que il y a quelque chose, mais ils n'osent pas le dire. Et on ne te le dit pas directement, oui, il y a une sorte de déception. Il y a de la déception et puis... j'ai envie de dire qu'il y a de la bienveillance quand même parce qu'ils se disent ben elle est déjà mal en fait, donc on ne faudrait pas rajouter une autre couche. Donc je ne l'ai pas mal pris, je l'ai plutôt bien vécu, je préférais ça à une avalanche de critiques parce que je m'attendais aux critiques en fait, donc je l'ai bien vécu. Ouais, c'est bien aussi finalement, il n'y a pas de critiques. Parce que avec les ça t'enfonce encore plus. Mais déjà que moi je suis assez dure envers moi-même, je m'auto-censure, donc si une personne vient me crier dessus, ça va confier, ça ne va ne faire que confirmer ce que je pensais. Après j'appelle ma maman, bon là je m'y attendais, hein, c'était difficile, c'était la déception, elle m'a fait savoir vraiment qu'elle était déçue, elle avait fait quand même pas mal d'efforts, parce que quand vous venez en France, les parents ils se serrent quand même la ceinture pour vos besoins, parce que il n'y a pas que les frais scolaires, il y a les frais de vie aussi. Et même les frais scolaires sont élevés pour l'école de commerce. Oui, et même si j'avais une bourse, ça payait à peine ma scolarité, quoi. Il y avait quand même un reste à charge qui revenait aux parents. Et puis, il y avait les frais de vie. Donc, je comprenais la déception de ma maman. J'y étais préparée déjà. Donc, rien d'étonnant. Mais en tout cas, je décide de me reprendre, de persévérer, de prier aussi pour avoir la force. Et puis, je me dis, on se donne tous les moyens. Ça, c'est arrivé, tu t'es pris une belle claque. Mais il faut savoir que ça va plus arriver, quoi. Tu ne vas plus reprendre de classe. En tout cas, même si les choses sont difficiles, tu ne vas pas tomber aussi bas. Parce que là, pour moi, c'était un peu la descente aux enfers, quoi. Parce que quand tu es habitué à avoir de bonnes notes, quand tu es habitué à faire partie des meilleurs de ta classe et que, voilà, c'est pas comme si je me suis retrouvée 10e ou 20e, non, pas du tout. Bim, je reprends quoi. Ouais, c'est vrai parce que on vous prépare à l'excellence, en tout cas dans nos lycées, pour nous qui sommes sortis avec des bourses, tout ça. Tu as bataillé dans ton école, tu sors avec de bonnes moyennes, tout ça. Et tu es habitué à ce niveau de réussite, de reconnaissance, mais on ne te prépare pas au fait que il peut arriver que tu échoues. Et quand tu échoues, tu te prends une grosse claque. C'est comme si tout s'écroulait. Exactement. Et c'est peut-être ce que tu as vécu. Exactement. On compatit, Merci. Et du coup, je voulais aussi comprendre, quand tu prends ces résolutions-là, c'est parce que derrière, tu as trouvé le moyen de gérer émotionnellement tout ce qui t'a pénalisé, entre guillemets, ou le fait d'en parler, de commencer à en parler à tes proches, de leur expliquer les raisons de ton échec, c'est ce qui fait que finalement ça va mieux. Je pense que en fait les voix dans ma tête, si je n'en parlais pas, les voix dans ma tête, ça allait vraiment me bouffer en fait.
Donc, je commence à en parler à des personnes de confiance, en fait, Oui. notamment mon papy de cœur, parce que je sais que ben, aujourd'hui, c'est une personne qui me rebooste le moral. Je sais que quand je vais mal, je vais l'appeler 1 minute au téléphone, ça suffira pour me redonner le sourire. Donc, avec lui, j'échange. Je commence aussi à en parler à certains amis proches qui sont aussi choqués, mais qui ne sont pas dans le jugement, qui vont se montrer bienveillants. Et puis aussi, à Montpellier, je vais rencontrer d'autres personnes, pas de l'école forcément, mais qui vont m'aider voilà, à me relever en fait. Donc je pense que ben, ces personnes-là, et puis aussi ma foi en gros, tout ça, ça va m'aider à pouvoir passer le cap, à me relever, à recommencer une nouvelle année qui se passe super bien, sans rattrapage, jusqu'au master, sans rattrapage. Je poursuis par la suite, je continue en alternance. Je me trouve même un job étudiant en fait pour pouvoir subvenir à mes besoins aussi. Et donc j'arrive comme ça en master, donc je retrouve peu à peu ce cap là auquel j'étais habituée. Ça fait plaisir. J'écris mon master, mon mémoire de master, je le valide et je l'envoie à mon papy qui l'envoie aussi au consul au Maroc et qui lui dit elle ne s'est pas prostituée. Et là c'était vraiment une victoire. C'était vraiment une victoire pour moi. Bah, félicitations, bravo. Parce que c'est fou, mais on ne peut pas s'imaginer ce que chacun peut vivre s'il ne l'exprime pas. Ben, c'est ça en fait, parce que personne n'exprime. Bon, peut-être maintenant oui, mais c'est difficile d'exprimer ses émotions négatives. On peut partager voilà ses joies, ses victoires, ce qui te rend fier, mais derrière ce qui te fait pleurer, parce que il y a la peur du regard des autres, le fait aussi qu'on ne veut pas se sentir un peu faible. Et au-delà même de ça, ce que je me dis, c'est que tu peux très bien être avec une personne, ta pote, meilleure amie, tout ça, et ne même pas savoir qu'elle traverse une situation aussi pénible. C'est dangereux aussi. Parce que surtout, quand tu n'es pas avec ta famille, tu peux t'enfoncer et le pire même peut arriver. Donc c'est bien que tu aies repris tes esprits au point où finalement tu t'intègres. C'était vraiment ça, trouver des gens sur lesquels t'appuyer pour pouvoir justement remonter la pente, commencer à prendre tes repères, faire un job. Exactement. Aussi et tout. Je me suis rendu compte qu'en fait que le fait d'être renfermée, ça n'allait pas m'aider parce que les voix dans ma tête, l'insomnie, le fait de ne pas pouvoir dormir, d'être tout le temps angoissée, tu ris avec les gens dehors, mais pendant que tu ris avec les gens, en fait j'avais l'impression d'être fausse, de porter un masque, de jouer à une double vie parce que derrière il y a le sourire que j'affiche, il y a la vie que je mène quand je suis avec les gens. Et quand je suis seule, je suis vraiment seule face à mon destin. En fait, j'ai tout qui revient, les pensées négatives, l'auto-sabotage. Et je pense que si je n'en parlais pas, toutes ces voix-là, au fond, j'allais peut-être un jour passer, me suicider, faire quelque chose. Mais heureusement, mais vraiment, Dieu me dit que j'ai pas poussé le bouchon aussi loin. C'est touchant. On n'est pas obligé d'étaler sa vie sur la place publique. Mais au moins trouver une seule personne en qui on a confiance pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent, c'est tellement important. Et j'échangeais une fois avec une personne qui, dans le cadre des entretiens que je passe dans mon activité, et elle m'a confié comme ça qu'une de ses amies, parce qu'elle était dans une phase de recherche d'emploi, une de ses amies a failli y passer du fait de la solitude, elle s'est renfermée sur elle, elle ne savait même pas que cette amie-là vivait une telle situation. Et il s'en est fallu de peu pour qu'elle, voilà, je vais pas dire le mot, je vais être censurée sur YouTube, mais ça m'avait tellement touchée. Et en fait, à force d'entendre les histoires, c'est ce qui m'a motivée aussi à me dire qu'il faut créer un environnement où les gens pourront raconter aussi leurs histoires et qu'on comprenne que finalement, ça ne va pas forcément nous sauver, mais ça va nous aider aussi à relativiser. Bien sûr. Je le rappelle souvent pour comprendre à quel point c'est important aussi d'exprimer ce qu'on ressent. Ça peut aider aussi d'autres personnes. Oui, c'est important. Parce que surtout, j'ai envie d'insister sur le fait de vivre un deuil en fait. Parce que moi,
En fait, c'était ça, en fait, ce qui m'avait le plus renfermé sur moi-même. Et en fait, je n'en parlais pas. J'ai dû apprendre à faire confiance. Et puis, me rendre compte que seule, je pouvais rien faire. Et je me suis rendu compte que seule, en fait, je m'auto-détruisais, en fait. Donc, j'avais besoin d'une oreille, j'avais besoin d'être soutenue. Mais je pense qu'il y avait beaucoup... En fait, j'avais besoin de passer le cap, j'avais besoin de parler. Du coup, est-ce que tu peux nous dire les leçons que tu tires de cette période de ta vie qui finalement s'est bien terminée, hein? Oui. Tu as la première leçon, c'est d'être vrai envers moi-même. Quand je dis être vrai envers moi-même, de faire attention parce que notre corps, il nous parle. Nos émotions nous parlent en fait. Donc quand quelque chose arrive, même si c'est pas une situation joyeuse, il faut que je l'accueille en fait. Il faut que je reconnaisse ce que je vis en fait. Pas que je repousse, non. Donc d'être vrai envers moi-même, de dire ok, je suis triste parce que il y a telle situation qui m'a blessée, il y a telle situation qui m'a fait mal. Et ensuite, qu'est-ce que je fais en fait? Mais pas refouler... parce qu'après, ça revient comme un boomerang. Vraiment, ça, c'est la première leçon que j'ai appris. Donc, apprendre à reconnaître mes émotions et puis apprendre à extérioriser aussi ce que je ressens, surtout de négatif. Parce que les émotions positives, et quand tu es joyeux, ça se voit. Tu n'as pas besoin forcément d'en parler. Alors que les émotions négatives, quand tu es triste, ça se voit, mais ça suffit pas en fait. Il faut mettre vraiment les mots là-dessus en fait. Parce qu'en mettant les mots là-dessus, tu vois comment tu peux agir. Même si toi, tu ne vois pas comment tu peux agir, et la personne qui t'écoute, donc avoir une oreille bienveillante en fait, qui pourra te dire comment traiter cela. Deuxième leçon que j'ai appris, c'est de savoir que il y a des gens qui sont là pour nous. Pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments. Donc, le sens de l'amitié, le fait d'être bien entouré. Voilà. Le fait d'être bien entouré. Parce que j'aurais pu avoir des personnes qui allaient en fait m'enfoncer. Ouais. Alors que j'ai eu des personnes qui ont su m'écouter, qui ont su m'aider à me relever. Troisième leçon, c'est de connaître ses limites et puis d'aller au-delà en fait. Moi dans mon cas, je n'aimais pas aller au contact des gens que je ne connaissais pas. Je n'aimais pas aller au contact des gens que je ne connaissais pas, j'étais timorée en fait. Donc j'ai appris à travailler en fait sur mes faiblesses, donc de développer ma sociabilité. Après, bien sûr, c'est vrai, je fais aussi attention parce que parfois j'ai besoin de recharger mes batteries, j'ai envie d'être seule. Donc, j'apprends à équilibrer en fait ces deux parties-là. Mais souvent, le fait d'assumer pleinement que parfois j'ai envie de me retrouver seule, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de rencontrer d'autres personnes. Et parfois aussi, c'est important d'aller vers les autres. Et je pense que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Personnellement et même professionnellement, et ça fait que aujourd'hui je me sens bien dans mon boulot parce que pareil encore pour revenir à la période d'échec là, je me sentais vraiment mal et je me disais en fait pourquoi je m'oriente dans les ressources humaines, c'est pas fait pour moi et tout ça, mais j'ai appris à travailler sur moi, sur ce côté de sociabilité. Mais aujourd'hui je suis en accord avec ce que je fais, avec mon travail, je m'épanouis pleinement. Je n'ai pas honte d'aller voir X personnes. Parfois, oui, tu peux ne pas avoir envie, en fait, mais je ne me bloque pas à mon envie. En fait, je vais au-delà parce que je me dis, il faut que je le fasse, donc c'est important, j'y vais. Voilà un peu les trois leçons. Et puis, la prière, en fait, la prière au-dessus de tout. Voilà. C'est très important, la prière, en tout cas pour ceux qui sont croyants. Oui, pour ceux qui sont croyants, ou ceux qui croient en la providence, en tout cas. Pour moi, ça a été quelque chose d'important. Merci. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager? Pas forcément fun, mais ou peut-être un peu bizarre. Oui, je sais qu'un soir, j'étais très mal. À Montpellier, j'avais connu
des personnes, bon, aujourd'hui ce ne sont pas forcément des amis, ce sont des connaissances, mais qui sont un jour venus me chercher pour aller en boîte parce que ils disaient il faut que tu te changes un peu les idées et tout. Donc on est allé en boîte et j'étais encore triste. Et puis à l'époque aussi, je vivais un vrai boumet. À l'époque aussi, je vivais un vrai boumet. Donc on était en boîte de nuit, on était en train de danser et tout. Et puis après, là, est-ce qu'on est arrivé en boîte? Puis on était en boîte, on dansait. Et puis à un moment, j'étais là, moi je suis en train de pleurer. Et je pense à mes problèmes. Je pense à mes problèmes, je suis en train de pleurer et tout. Et on n'était pas loin, donc il y a un de mes amis qui dit on prend la voiture, on va tourner un peu et tout. Je lui dis accompagne-moi à la maison, je vais me débarbouiller puis on va repartir. Donc il me raccompagne à la maison. Il trouve ça bizarre, il me dit non, accompagne-moi à la maison, je vais me changer. Il n'a pas vu que tu avais pleuré. pleuré. Si, il a vu que j'avais pleuré, mais il me dit en fait, je te donne un mouchoir, tu t'essuies et tout. Je dis non, je veux me débarbouiller, je veux me changer et tout. Il ne connaissait pas mon plan derrière. Donc il m'accompagne à la maison. Il m'attend en bas. Je dis non, reste en bas ici, je me dépêche, je monte rapidement et tout. Donc il m'attend en bas de l'immeuble. Moi je rentre chez moi, je m'enferme, je suis sur mon lit, je pleure. Et je suis plus ressortie. Parce que je voulais pas, j'arrivais pas en fait à profiter du moment, à être joyeuse et tout. Parce qu'il y avait tout le temps des pensées mais vraiment négatives qui me traversaient l'esprit. Donc c'était drôle sur le moment parce qu'il est resté, il m'a appelé, j'ai coupé mon téléphone. Oh, mais tu penses que si tu lui disais, il n'allait pas comprendre? Non, parce que peut-être que oui, mais c'était à l'époque on n'était pas proches. Bon, on n'est pas proches, mais on n'était pas proches et je me voyais pas me confier aussi à lui. Mais je pense qu'il aurait compris. Parce que là, c'est un peu bizarre quand tu le laisses au bas, lui il attend, toi tu es enfermé chez toi. Mais bon, on comprend, c'est pas facile ce genre de situation. Tu sais pas forcément sur le moment quelle est la bonne décision. C'était ça en fait, parce que là à l'époque, oui, c'est parce que je venais je me demandais comment j'allais dire à ma maman et en fait, j'imaginais tous les scénarios dans ma tête. Je dis donc je suis en train de danser en boîte et puis je pense à ça. Je dis et tout ce à quoi je pensais en fait, c'est vraiment ce qu'elle m'a dit en fait. Wow. Ouais, c'est vraiment ce qu'elle m'a dit. Donc j'étais là, je pleurais, j'étais en train de danser, mais non. Alors à la maison, on va pleurer parce que tout le bruit, les gens autour, joyeux et tout, ça m'énervait. J'étais aigrie. Non, mais bon, on peut comprendre. D'accord. On arrive à la fin de l'épisode. Et si tu devais adresser un message, je te laisse choisir à qui tu veux adresser le message. Soit une personne qui vient d'arriver en France, en Occident, dans un autre pays qui a des difficultés d'intégration, ou à une autre personne qui peut-être a vécu une épreuve douloureuse mais qui n'a pas digéré, qui n'a pas exprimé et qui en souffre. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là, ou les deux, c'est comme tu... Aux deux, je dirais que chaque épreuve, en fait, elle ne reste pas éternellement, en fait. Donc, il y a des moments difficiles qu'on vit et puis après qu'on en pense, on en rigole comme actuellement. Mais jamais j'aurais pensé que j'allais rigoler de ce que j'ai vécu par le passé. Aujourd'hui, je n'ai pas honte d'en parler. C'est la première fois en fait que j'en parle ouvertement comme ça. Je sais que la vidéo sera vue par beaucoup de personnes. C'est la première fois que j'en parle, donc ça montre quelque part que je suis pleinement guérie, que je vis bien, je vis plutôt comme une force aujourd'hui. Donc voilà, de dire que c'est pas quelque chose qui reste éternellement. Donc ça vient nous forger. Sur le moment, bien sûr, c'est pas drôle, hein, tu pleures et tout, mais ça ne dure pas. Pour une personne qui vient d'arriver, en France ou dans un autre pays en tout cas qui vient d'arriver à l'étranger, je dirais qu'il faut savoir en fait qu'on n'est pas seul. Il faut faire attention à l'entourage. Il faut bien s'entourer, trouver des repères en fait, et il y a des personnes autour de nous qui pourront nous aider. Et ne pas avoir honte d'aller vers. C'est ce que j'ai appris ici chez nous en Côte d'Ivoire. Quand une personne étrangère vient, c'est nous, les autochtones, qui allons l'accueillir, qui allons l'intégrer. Et ici, en fait, il faut aller vers
pour pouvoir t'intégrer. Donc ne pas avoir honte et ne pas se dire que oui, c'est pas les mêmes cultures et tout. Oui, certes, c'est pas les mêmes cultures, mais il y a du bon aussi. Donc aller vers l'autre. Donc c'est forcément une richesse. Maintenant, pour la personne qui traverse une épreuve, qui ne sait pas trop comment s'en sortir, je redirais d'être vrai, d'accepter ce qu'on ressent, de ne pas refouler ses émotions et de pouvoir arriver à parler. Si ce n'est pas une personne qui a cette facilité-là de communiquer avec les autres, ce qui m'aidait bien et que je continue de faire aujourd'hui, c'est que j'écrivais en fait ce que je ressentais. Donc, j'écris ce que je ressens, je laisse là, et plus tard je reviens et je me relis en fait. Et quand je me relis, parfois je me dis mais pourquoi en fait je me suis dit ça, pourquoi j'ai trouvé ça, en fait c'est pas juste, c'est pas vrai. Et quelque part ça me permet de combattre aussi mes mauvaises pensées. Mais le fait d'écrire en fait, une fois que tu as une personne de confiance devant toi, tu peux facilement dire en fait, puisque tu auras déjà fait ce travail d'écrire. Et si les mots ne viennent pas, tu auras juste à lire en fait. Mais écrire c'est important parce qu'après quand tu te relis, toi-même tu trouves des éléments pour déconstruire ce que tu pensais avant. Totalement. L'écriture même est une thérapie. Oui. En général, c'est beaucoup conseillé quand tu ne sais pas exprimer oralement ce que tu vis. C'est important de l'écrire parce que c'est comme si tu évacuais aussi. Exactement. Tu poses ça là et quand tu es prêt, tu peux revenir là-dessus ou même... même aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je suis là, j'écris. J'écris et puis après, souvent je me dis, mais je mets ça sur le cloud, ça pourra servir à mes enfants. Mais écrire, c'est bien. Franchement, écrire, ça fait du bien. Bravo à toi. Merci. D'avoir traversé cette période avec courage, avec force, résilience aussi. Et aujourd'hui, tu as cette force-là de nous l'expliquer, de permettre à d'autres personnes aussi de pouvoir trouver la force et l'espérance pour traverser ça. Bon, Cheki, nous sommes à la fin du podcast. On ne va pas te laisser partir comme ça. De même qu'on a fait un rituel en début, il y a un petit rituel de fin. Et en fait, c'est un mot que l'invité précédent t'a laissé. Et donc, je vais te le lire et tu feras pareil aussi pour le prochain invité. D'accord. À toi qui lis ce message, je te souhaite d'avoir toujours plus confiance en toi, une belle estime de toi-même et surtout d'oser. Je te souhaite de savoir reconnaître tes intérêts partout où tu te trouves, te donner les moyens de les chercher et surtout de faire le nécessaire pour les défendre. Prends soin de la vie. Oh, c'est trop beau. En plus, ça fait écho à ce qu'on disait. C'est totalement ça. Non, mais c'est un très beau message. Hein, Merci à la personne. si tu verras avec l'épisode qui va sortir, tu sauras qui c'est. Mais en tout cas, on te souhaite tout ça. Et puis, comme je le disais tantôt, on te souhaite de belles choses pour la suite. Merci. C'est trop beau. Je suis trop contente. Et je te souhaite aussi à toi beaucoup de belles choses. Donc j'ai suivi un peu l'évolution au début jusqu'à maintenant. C'est un grand pas que tu as fait, c'est une belle évolution, donc je te souhaite de toujours continuer comme ça. Merci. Nous sommes à la fin de cet épisode. Si vous aussi vous avez des histoires à raconter, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur ce podcast. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast autour de vous, à vos proches. Et surtout, prenez bien soin de vous. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye! À bientôt!